Est-ce que je suis audible chez vous? Oui, moi je te suis, hein. Moi je te suis, je te capte. D'accord, merci. Je suis Monsieur Mathias Morabou, je suis spécialiste en santé communautaire, euh, expert en PCI et WOSH, manager de programme de santé, membre de ces PCI. Nous vous disons la bienvenue pour cette session d'aujourd'hui. Nous attendons un peu quelques minutes pour que nous attendons encore 5 minutes pour voir si d'autres collègues peuvent se rejoindre à nous pour commencer notre session d'aujourd'hui. Soyez alors les bienvenus. Merci.
Et maintenant, en attendant que nous puissions commencer, on commence déjà par la présentation des collègues qui sont présents dans la salle. Merci. Nous appelons notre collègue Agboji Kofi Robert de se présenter, s'il vous plaît. Kofi, voudriez-vous ouvrir votre micro et vous présenter dans la salle, s'il vous plaît? Chers collègues, est-ce que je suis audible chez vous? Oui, sans faute. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que Marcel Depeche Losambo peut se présenter, s'il vous plaît? Je Ouvrez vous votre suis micro. difficilement parce qu'il pleut. Il pleut abondamment, Monsieur Mathieu. Je vous suis Oui, difficilement. Oui. mais moi, je vous capte 5 sur 5. Voudriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, moi, c'est Marcel Osambo. Je suis analyste du bureau hygiène et salubrité publique à la division provinciale de la santé du Nord Kivu. Merci, c'est en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Exact. Alors, nous demandons à Boné Leteta Allô, Kisasa de se présenter. allô, bonjour. Bonjour, Kofi. Pouvez-vous Oui, présenter à l'occasion même? oui, c'est le docteur Agbodi Kofi Robert, médecin chef commune au Togo, dans la préfecture de Bassa, région de la Kara. Nous sommes Merci. très ravis de votre présence, Monsieur Kofi, docteur Kofi. Merci beaucoup. Merci. Nous passons le micro à Boné Leteta Kisasa de se présenter. Ouvrez votre micro. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Docteur Bonin, épidémiologiste. Je suis dans la dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. Merci. Merci. Nord Kivu, Goma, c'est en République démocratique du Congo. Très bien. Est-ce que Christophe Ngourou est en ligne? Voudriez-vous ouvrir votre micro et vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien, merci. À vous la parole. Moi, c'est docteur Christophe Ngourou. Je suis médecin infectiologue dans la province de Haut-Ouélé au Nord Kivu, mais je vous suis depuis Dakar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, docteur. Nous demandons à Constant Ghislain Ndoumé de se présenter aussi. Docteur Constant Ghislain Ndoumé, voudriez-vous ouvrir votre micro et vous présenter? Allô, oui, bonjour, je suis docteur Ndoumé Constant Ghislain. Je suis le responsable du service de prévention et de contrôle des infections au centre hospitalier universitaire de Yopougon, dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, docteur Constant. Soyez le bienvenu. Nous demandons à Damien Langmia de se présenter. Hello, good morning, sir. Morning too. Yeah, I'm called Musi Demian Langmia, Quality Improvement and Program Enhancement Specialist working with Georgetown University, Cameroon. Thank you. Thank you. Welcome. Nous demandons à Firmin Katoto de se présenter.
Bonjour, bonjour, c'est Dr Firmin Katoto, je suis secrétaire exécutif du comité One Health for Nord Kivu à la République démocratique du Congo. Merci. Merci, docteur Firmin. Nous demandons à Ghislaine Moubalama de se présenter maintenant. Bonjour à tous. Je suis Bonjour. Dr Ghislaine Moubalama et je vous suis depuis Goma en République démocratique du Congo. Merci. Bienvenue, docteur Ghislaine. Merci beaucoup. Merci. Nous demandons à Mireille Ando de se présenter. Ah oui, chers collègues, j'étais un peu déconnecté parce qu'il y avait un problème de connexion. Est-ce que on peut demander au docteur Mireille Ando de se présenter? Je ne sais pas si elle s'est présentée déjà. Je suis là. Oui. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Merci. Oui. Ok, bonjour. Bonjour, je Bonjour. m'appelle Mireille Ando. Je suis sage-femme, coordonnatrice santé mère-enfant au district sanitaire d'Arras et en Côte d'Ivoire. Je fais partie du service suivi et évaluation. Merci. Merci beaucoup, docteur. Sylvain Toumba, voudriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Ouvrez votre micro. Oui, merci pour la parole. Moi, c'est Dr Sylvain Toumba Kateta. Je suis le coordinateur médical de la Croix-Rouge de la RDC Sud Kivu. Oui, Sylvain Toumba, c'est comme si il y a un problème de connexion. Oui, je disais ceci. Allô, vous me captez? Oui, oui, je vous capte, docteur. Oui, ce docteur Sylvain Toumba Kateta, je suis de la Croix-Rouge de la RDC, province du Sud Kivu. Merci beaucoup, c'est en République démocratique du Congo. Est-ce que Zelika Haruna Amidou peut se présenter aussi? Nous demandons à Zelika d'ouvrir son micro et se présenter. Merci de vous présenter. Bonjour, merci beaucoup. C'est Zelika Haruna Hamidou. Je suis pharmacienne biologiste, responsable du laboratoire national de référence pour la tuberculose. Merci à vous. Très grand merci. Alors, nous demandons à la DIB de se présenter aussi. Ouvrez votre micro, monsieur Ladibé Gakdang. Si vous nous suivez, présentez-vous. Alors, Joseph Kassanda Lofulwabo, voudriez-vous vous présenter dans l'auditoire? Oui, Joseph. Voudriez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Florian Zola, voudrez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, merci. Je suis docteur Zola Florian. Je suis en République démocratique du Congo. Je suis médecin traitant à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yemo. Merci beaucoup, docteur Florian. Jesse Basumba Mimi, voudrez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Mes respects, professeur, c'est Dr Jess Basumba Mimi, du Programme national des urgences et actions humanitaires, également experte de l'une de vos cohortes de la formation diplômante en PCI, notamment la 3e, et expert dans la gestion des épidémies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Mimi. Docteur Serge Kavalami, voudrez-vous vous présenter, docteur? Docteur Serge, votre micro est encore fermé. Si vous pouvez l'ouvrir et vous présenter. OK. André Kayombo, voudriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, c'est M. André Kayombo. Je vous fais partie de mouvement. Je ne sais pas si la région a déjà commencé. Oui, docteur André Kayombo. Merci. Et Alphonse Chiaba, voudriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Et voilà. Nous demandons aussi à Kanika de se présenter. Bienvenue, Kanika. Voudriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Kanika, would you introduce yourself, please? Et voilà, oui. Nous demandons à Papi Chentwali de se présenter aussi. Papi Chentwali, si vous êtes en ligne, voudriez-vous vous présenter? Nous demandons à Thomas Bolochi Kassima de se présenter. Monsieur Thomas, si vous nous suivez, ouvrez votre micro et vous présentez. Voilà, eh bien, chers collègues, nous vous souhaitons de nouveau bienvenue pour cette session de webinaire qui est intitulée « Quel apport de la PCI dans la lutte contre la résistance antimicrobienne et dans la prescription judicieuse des antibiotiques ». Cette session sera animée par le docteur Valérie Chilombo Kazadi, qui est médecin, spécialiste en PCI
plusieurs fois consultant PCI à l'OMS, mais aussi il a beaucoup travaillé comme expert à MSF, même en Irak, aussi expert à CDC Afrique. Il a beaucoup lutté contre l'Ebola à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans les enseignements. Il est chef des travaux à l'université de Mbuji-Mayi et aussi chercheur. Voilà, docteur Valérie. Si vous nous suivez, nous vous accordons la parole pour votre exposé. Merci, docteur Valérie. À vous la parole. Merci beaucoup pour la parole accordée. Un peu de tout, mais j'espère que ma voix porte loin. I would like just to make sure there is one of us who joined us from Cameroon. Can you also understand French, please, so that I can see if I can combine the two, because we didn't provide actually translation. Are you also at ease with French, please? Would you answer? I didn't get your name, but I got you, did your introduction in English. Would you let me know, please? It's okay, Doc. You can continue with French. Okay, I'm okay with that, so that we can see how we can handle that as well. Thank you so much. Okay. I'm going to share, je vais partager ma présentation. J'espère qu'elle est visible chez vous. Oui, c'est en cours de téléchargement. Can you see my presentation? Pouvez-vous voir ma présentation? Chez moi, c'est en téléchargement. Oui, docteur, c'est visible. Merci beaucoup. Oui, c'est visible. Oui, merci. Merci beaucoup pour la parole. On va essayer de pouvoir faire cette présentation ensemble comme d'habitude. Beaucoup de choses ont été dites sur la RAM. Et les semaines qui viennent, nous allons encore parler davantage de la RAM, la résistance antimicrobienne. Mais alors, si vous vous rendez compte, le sujet que vous avez reçu sur le poster reprenait quel apport de la PCI, ça veut dire prévention et contrôle des infections, dans la lutte contre la résistance antimicrobienne et dans la prescription des antibiotiques. Vous avez vu tout de suite, puisqu'on avait parlé plutôt des résistances antimicrobiennes, tout de suite, il se fallait mieux ajouter antimicrobiens. Alors, pourquoi est-ce que ceci est donné? Eh bien, notre plan de la présentation, c'est les causes. Ici, parlons pas véritablement de causes, mais des facteurs qui favorisent la propagation des bactéries ou des germes résistants. Et puis, on va parler un peu de la PCI Quid, rappeler un peu les fondamentaux de la PCI. Et puis, nous allons regarder la PCI WASH. Vous avez vu, j'ai ajouté WASH. Et vous allez comprendre pourquoi au regard de la résistance antimicrobienne, et puis nous allons conclure. Je crois que nous allons creuser davantage des choses dans les semaines qui viennent. Ici, c'est une présentation provocatrice qui a pour but d'éveiller les participants sur le rôle. On va essayer d'éveiller l'attention des participants sur le rôle de la PCI dans la lutte contre la résistance antimicrobienne. Mais également, on va essayer de faire un plaidoyer en faveur de la mise en place d'un programme de lutte contre la résistance antimicrobienne qui intègre la PCI. Parce qu'il est impossible, il est incompréhensible d'avoir un programme de lutte ou de la lutte contre la résistance antimicrobienne sans avoir la PCI là-dedans. Alors, en 2024, la semaine, d'abord, en général, la semaine mondiale pour la sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens, elle va du 18 au 24 novembre. Il y a un guide de campagne qui a été publié et que nous allons également partager.
Donc, à cette occasion, 2020, il y a un très bon guide qui a été partagé. Et peut-être que nous ne l'avons pas. Quel était le thème pour 2024? Éduquer, voir et agir maintenant. L'année passée, c'était donc éduquer, promouvoir et agir maintenant. Ces choses, nous devons les avoir, comme il a été demandé à la session passée, que nous puissions, la session passée, donc il y a 2 semaines, que nous puissions régulièrement poster toutes ces informations pour qu'on sache comment les exploiter à temps. Et nous allons le faire. Nous allons faire et partager ces informations sur cette semaine qui va du 18 au 24. Ça va nous permettre de pouvoir nous préparer déjà. Vous voyez, on fait en avance pour que les uns et les autres aient le temps de pouvoir essayer d'agir avec ça. Je m'excuse, au niveau de leur formation sanitaire, sinon au niveau stratégique et au niveau opérationnel. En 2025, donc cette année, cette semaine, ici, regardez, il y a agir qui est dans celui de l'année passée, il y a éduquer, il y a promouvoir. Et ici, on nous dit, agissons maintenant. Protégeons notre présent. Eh bien, cela nous permet de pouvoir sécuriser notre avenir. Voilà le thème pour 2025. La semaine qui va aller du 18 au 24 novembre va pouvoir avoir ceci comme thème. Les outils pour travailler autour de ça existent. Mais nous allons regarder quel est notre rapport PCI que nous allons faire durant cette semaine, bien avant cette semaine, pour que nous essayions de pouvoir pousser les choses et essayer de pouvoir améliorer. Alors, quels sont les facteurs qui accélèrent justement l'apparition et la propagation de la résistance aux antimicrobiens? Nous en avons déjà parlé. Professeur Andy, qui a fait la présentation il y a 3 semaines, a dû insister là-dessus, l'usage abusif et excessif des antimicrobiens. Cet usage abusif, cet usage excessif ne se fait pas seulement à l'hôpital, à la maison, mais se fait aussi dans d'autres domaines pour dire que le problème de la rame est un problème qui s'adresse à une seule santé. Dans l'agriculture, j'allais dire principalement dans l'élevage, eh bien, il y a cette utilisation des antibiotiques. Dans l'élevage, on utilise des antibiotiques. Et les vétérinaires disent que celui qui utilise les antibiotiques humains pour pouvoir soigner les animaux est un criminel. Parce que les doses animales et les doses humaines sont différentes. Il faut donner des doses élevées chez l'animal. Quand on utilise des doses qui sont des doses humaines, eh bien, on donne des doses suffisantes. Parce qu'on dit usage abusif. Quand la prescription ne respecte pas sa durée normale et que le dosage du médicament n'est pas celui-là qui permet d'avoir la concentration minimale inhibitrice dans le sang, dans le courant sanguin, au niveau de l'organisme, eh bien, le germe va pouvoir s'habituer à pouvoir avoir une résistance. Et j'ajoute que One Health, quand nous parlons One Health, on ne regarde pas seulement et tout simplement l'élevage, on va regarder dans l'agriculture. On a parlé d'antimicrobiens. Les pesticides et insecticides que nous utilisons vont pouvoir être aussi, dans leur usage long terme, développer ou sélectionner des germes, des insectes ou des espèces qui sont résistantes à ces insecticides. Donc, s'il y a des choses qui naissent naturellement, parce que nous utilisons des pesticides, nous utilisons des insecticides, et que des germes commencent, ou bien des êtres commencent à être résistants à cela, il faudra noter que dans la lutte antivectorielle, il y a aussi des vecteurs qui vont pouvoir résister. J'espère que je me fais très bien comprendre sur cet aspect d'usage abusif, excessif des antimicrobiens, mais également d'autres produits. Ainsi, One Health va pouvoir comprendre non seulement la médecine humaine, la médecine vétérinaire, nous avons l'agriculture, l'agronomie, nous avons eu des sessions sur One Health qui reviennent là-dessus. Le manque d'accès à l'eau potable, à l'assainissement. Quand on parle de l'eau potable, vous comprenez tout de suite pourquoi il y a WASH qui vient s'ajouter là-dedans, dans le titre tel qu'il a été mis, pour dire eau, hygiène et assainissement. Eh bien, pour les êtres humains ou pour les animaux.
Parce que quand on va pouvoir voir dans la PCI, le nettoyage de surface, l'hygiène des mains, ou l'hygiène environnementale et l'hygiène des mains demandent absolument que nous puissions avoir de l'eau. Parce que quand on n'a pas de l'eau, comment est-ce qu'on va nettoyer l'environnement? Comment est-ce qu'on va faire couler un certain type de déchets ou dégager un certain type de déchets qui nécessitent justement de l'eau? Lorsque les mesures de lutte anti-infectieuse sont insuffisantes dans les établissements de santé, dans les exploitations agricoles et bien d'autres, eh bien, nous allons pouvoir accélérer l'apparition, faciliter la propagation justement de la résistance aux antimicrobiens. Je disais, un accès insuffisant aux médicaments, un aspect insuffisant aux vaccins. Vous voyez que nous allons dans la dimension multidisciplinaire, que cette lutte, elle est une lutte multisectorielle. Dans les produits de diagnostic même, de qualité, et même qui puissent avoir un coût abordable. Je m'explique très rapidement. Eh bien, si, par exemple, je tombe malade et que ma maladie doit être soignée avec un antibiotique ou avec un antibactérien ou bien avec un antiparasitaire et que je n'ai pas accès à cet antiparasitaire ou j'ai un accès insuffisant à cet antiparasitaire, je prendrai des doses insuffisantes et des doses vont pouvoir aboutir à une sélection justement des souches qui puissent être résistantes à ce produit. Si le coût n'est pas abordable, nous avons vu des gens prendre l'ampicilline une fois par jour, une capsule. Nous avons vu des gens prendre l'ampicilline un jour sur 2, 3 jours sur 4, 5 jours sur 1, avec des interruptions. On ne maintient pas la concentration minimale inhibitrice qu'il faudrait justement dans le courant sanguin pour essayer de pouvoir combattre cette infection. Voyez-vous que ce travail que nous avons au niveau de la RAM est un travail multidisciplinaire. On dit les lacunes dans l'application de la législation. Eh bien, j'insisterai ici dessus. Il y a des produits qui sont déjà interdits et on continue à les vendre, on les trouve sur le marché. On dit les conditions de conservation de ces produits-ci, c'est à telle température, il faudra que dans l'officine où c'est stocké, ou même dans l'officine de vente, il faudra qu'il y ait une bonne aération, il faut une bonne hygrométrie. Hygrométrie, j'entends parler ici du degré d'humidité qui ne permettrait pas à ce qu'on puisse détériorer justement ce produit, mais également la température, parce qu'à certaines températures, on dit, OK, en dessous des 25 degrés, et nous, chez nous, là, nous sommes à 30 degrés, 35 degrés, et c'est l'union de justement cette atmosphère très chaude. C'est la saison sèche, où ce n'est pas l'hiver, où c'est l'été, il fait très chaud. Quand c'est la saison de pluie, il fait très chaud. À ce moment-là, les conditions de conservation ne se prêtent pas à ce que la qualité du produit puisse être respectée. Alors, on va pouvoir échouer de pouvoir faire respecter la législation qui dit, par exemple, que voici l'officine doit être à telle température, il faudra que ces produits soient conservés à tel degré d'humidité. On ne respecte pas tout ça. Et à ce moment-là, celui qui vend ces produits, s'il n'est pas spécialiste de la chose, ne saura pas donner des conseils qu'il faut aux uns et aux autres pour que nous puissions arriver à pouvoir nous protéger. Parce que, je rappelle, le but de la PCI est de protéger les patients, se protéger soi-même et protéger la communauté. Donc, ces facteurs qui accélèrent l'apparition et la propagation de la résistance, justement, sont des facteurs à tacler. Et nous devons les tacler multisectoriellement. Nous devons les tacler multidisciplinairement. Alors, qu'est-ce que la PCI? Eh bien, on dit que la prévention et le contrôle des infections. Je rappelle très bien que c'est une approche pratique. Elle est fondée sur des preuves, evidence-based. Vous n'allez pas dire, ma grand-mère m'a dit, mon grand-père m'a dit, mon voisin avait pris. On dit, les évidences, des preuves doivent être là. C'est une approche pratique qui empêche à ce que les patients et les agents de santé puissent être lésés justement par des infections, et des infections qui peuvent être évitées. Et la prévention, je disais, et le contrôle des infections, c'est une chose qui, en ce moment, nous notons nous tous, entraîne des frais énormes. Ça peut prolonger lorsqu'une infection arrive, ça fait prolonger une hospitalisation. La prolongation d'une hospitalisation augmente les dépenses
Et nous savons très bien que nous ne savons pas économiser de l'argent, mais la PCI peut nous permettre d'économiser de l'argent. La PCI nous permet de pouvoir réduire la résistance aux antimicrobiens. Elle permet à ce que nous puissions avoir justement, parce qu'elle est transversale, quand nous avons des services de santé qui sont intégrés, la PCI se retrouvant là-dedans de manière transversale, on le verra, nous permet de pouvoir également d'améliorer la qualité de ces services-là. Et on sait très bien qu'elle est centrée sur la personne. On a dit patient, on a dit personnel de santé, mais on a dit aussi communauté. Ceci est très important. Je n'aimerais pas donner les bases dans lesquelles la PCI tire ses racines ou dans lesquelles les bases dans lesquelles s'enfoncent les racines de la PCI, nous tous sachant très bien que nous avons l'épidémiologie, nous savons très bien que la clinique est là-dedans, nous savons très bien que la santé communautaire, nous savons aussi que les sciences sociales sont là-dedans. C'est des éléments sur lesquels nous pourrons revenir dans le débat. Alors, la personne qui est point focal PCI est aussi connectée aux autres programmes. Rappelez-vous que nous avons il y a un programme pour la gestion des déchets, ça peut être au niveau de l'hôpital, ça peut être au niveau, je dis opérationnel, hein, établissement de santé, ça peut être au niveau stratégique, et nous avons le programme TB-VIH, donc tuberculose et VIH-Sida. Nous avons l'intendance microbienne, nous avons la sécurité des patients, nous avons l'eau et l'assainissement, et nous nous disons encore une fois, les politiques des lignes directrices, ceux-là qui les émettent, nous en avons besoin. Nous avons les aspects d'engagement communautaire, nous avons la médecine du travail, nous avons les aspects de communication avec les médias. Eh bien, le programme de lutte contre l'hépatite B, nous avons contre l'hépatite C, mais je rappelle aussi ici qu'avec les systèmes de promotion de la santé, hein, parce que peut-être chez nous, ça n'est pas très poussé, mais ceux-là chez nous, ce qu'on appelle les agents de santé communautaire, permettent cette communication. Ailleurs, même si on peut utiliser cette expression, on y reviendra parce qu'il y a tout un sujet que nous allons développer autour des agents de santé communautaire, avec les aspects de dire, nous avons aussi des promoteurs de santé. Dans certains pays, vous avez les deux combinés, mais dans d'autres pays, vous les avez tout à fait séparés du point de vue de leur formation, du point de vue de leur base. Mais je voulais dire que cette personne est une personne qui collabore avec tout le monde. Et ici, c'est le moment pour moi de rappeler que cette personne ne vient pas en inspectrice, en inspecteur, pour pouvoir trouver les fautes afin de pouvoir sanctionner, mais cette personne vient pour faciliter, pour pouvoir essayer de pouvoir aider les autres à pouvoir percevoir justement leur place et leur importance dans la PCI afin que nous puissions, dans le système de renforcement des systèmes de santé, pour que nous puissions essayer d'avancer tous au même moment. Parce que la PCI étant transversale, it cut crossing programme. Alors, de le voir. Et les 8 composantes, comme nous avons dit, nous les avons toutes les qui sont au niveau opérationnel, mais vous en avez 6 et nous en avons 6 qui sont au niveau stratégique. Et les 6 qui sont au niveau stratégique, comme vous avez vu, programme PCI, nous devons avoir des directives qui sont édictées, on les produit, on les met à jour répétitivement. Il y a la formation qui est la formation emploi et la formation continue. Et nous avons la surveillance et notamment des infections associées aux soins, où ici, la PCI joue un rôle très important. Vous avez une surveillance de routine, vous avez la surveillance de laboratoire qui se met là-dedans. Vous avez aussi suivi et audit, ainsi l'information que l'on donne aussi aux acteurs là avec qui nous travaillons, collaborateurs aussi bien hiérarchiques que ceux-là qui sont en dessous de nous. Et alors, je disais que c'est très important de noter que tout ceci se passe avec l'utilisation d'une stratégie multimodale, mais tout en disant ceci, que ce qui est en bas et qui se trouve en mauve, si on peut l'accepter ainsi, ici, c'est assez spécifique
au niveau opérationnel parce qu'il faut un environnement propice qui nous permet de travailler. Ainsi, nous allons pouvoir regarder la charge du travail. Est-ce que le nombre de malades que nous avons et le rapport avec le personnel que nous avons nous permet de ne pas surcharger le personnel? Parce que quand on est surchargé, vous recevez 100 malades par jour, la qualité du travail s'amoindrit et la tension par rapport à la PCI, à la mise en place de la PCI devient difficile. Vous devez faire l'hygiène des mains répétitivement pour plusieurs malades, et ce qui est indiqué, mais la fatigue, le déplacement, si vous n'avez pas dans votre salle, par exemple, dans l'environnement bâti, qui est très important et qui se trouve ici en bas, que nous n'avons pas, je m'excuse, un lieu pour faire l'hygiène des mains à l'eau et au savon, hein, ça devient très compliqué à ce moment-là de faire une très bonne hygiène le long de la journée. Nous tous transpirants, en utilisant le gel hydroalcoolique ou la solution hydroalcoolique, à un moment donné, nous devons enlever tout ce qu'il y a de collant à nos mains avec l'eau et le savon. Donc, je répète que c'est très important que ici, l'environnement bâti, l'équipement et le matériel, ainsi que la dotation en personnel, le taux d'occupation de vie, qui sont des éléments tout à fait spécifiques au niveau opérationnel, que nous puissions en tenir compte, parce que ça fait partie des paramètres que nous allons évaluer, et les outils pour évaluer existent, et nous allons, à la longue, demander à ce que les évaluations de base, pour les réévaluations puissent se faire de façon à savoir où est-ce que nous en sommes avec les 8 composantes, que ce soit au niveau de nos formations sanitaires ou bien au niveau stratégique où nous nous retrouvons. De cette façon, nous avons une base de référence pour dire, OK, nous avons mis un plan d'action et ce plan d'action va nous permettre de monitorer et de dire est-ce que nous avons amélioré ou bien nous n'avons pas amélioré. Je rappelle que ça, c'est un programme PCI, un programme effectif. Alors, j'aimerais bien insister sur cette stratégie multimodale tout en nous disant que pour pouvoir implémenter ces 8 composantes que nous venons de voir là-bas, eh bien, la stratégie multimodale qui se retrouve à tous les niveaux, je dis bien une seule modalité, une seule stratégie, hein, il vous faut plusieurs modes pour pouvoir arriver à ce que nous puissions changer le comportement et asseoir une culture nouvelle qui permet à ce que nous puissions changer. Ça veut dire, nous allons essayer de construire, changer le système. Par exemple, vous avez vu ce qui est arrivé avec l'hygiène des mains. Autour de nous, on a changé l'environnement en mettant des stations d'hygiène des mains et on s'est battu pour aller au second. On n'utilise pas une seule modalité. On va pouvoir utiliser, en tout cas, au moins 3 modalités qui vont nous permettre d'avancer. 2, oui, mais 3, c'est déjà beaucoup mieux. Le combiner. On enseigne, on forme, on éduque. Parce que si vous ne faites qu'enseigner et que vous n'avez pas changé le système autour de vous, ça devient très compliqué pour que les choses puissent impacter les gens, même dans leur comportement, même dans leur subconscient. Vérifier, on va pouvoir faire un peu de rétroaction, on vérifie toutes ces choses de façon à ce qu'on donne aussi la rétro-information pour que les gens sachent, OK, oui, ça c'est ce qu'on a trouvé après avoir vérifié, on a vu que nous avons fait ABCD, oui, nous sommes améliorés, ah non, mais là-bas nous sommes encore en retard. Mais c'est quelle catégorie qui n'agit pas bien? C'est quelle catégorie qui ne connaît pas? Ben, on s'adresse à cette catégorie avec un plan spécifique focalisé sur eux. Puis on fait des communications, les rappels visuels, nous les avons mis. Nous avons les posters qui nous rappellent, les affiches qui nous rappellent, les 5 moments d'hygiène des mains qui nous rappellent la technique d'hygiène des mains. Et ceci, nous allons essayer de vivre ça répétitivement. Ainsi donc, nous allons changer une culture et établir cette culture. Je rappelle que cette stratégie multimodale devra se jouer aussi dans la rame. Par tout ce que nous faisons, essayons d'intégrer cela. C'est prouvé que quand nous nous adressons à une affaire qui demande de pouvoir changer une culture, un comportement, il faudra bien utiliser plusieurs modalités qui nous permettraient de pouvoir justement gagner. Et dans les structures où nous avons circulé, beaucoup de gens n'arrivent pas à pouvoir impliquer ou ne comprennent pas comment il faudra faire cette stratégie multimodale. C'est très important, chers collègues. Nous allons peut-être y revenir dans d'autres présentations. Eh bien, même dans votre fiche d'évaluation qui vous sera donnée, eh bien, complétez si vous voulez bien qu'on revienne dessus, spécifiquement sur la stratégie multimodale, comment l'intégrer dans ceci, telle autre intervention ici que nous avons, ou nos interventions que nous avons au niveau pour que l'on puisse rendre cette multimodalité, ça va pouvoir nous aider à avancer. Ayant dit de cela par rapport à la stratégie multimodale, voyez, j'ai essayé de rappeler ce que c'est la PCI avec ce que nous avons.
Je vous allons entrer justement dans cette PCI en regardant quelles sont les choses que nous faisons dans la pratique. Vous vous rappellerez très bien de la très bonne chose, des précautions standards, des précautions additionnelles. Nous allons pouvoir parler de ça. Et ça, nous allons regarder tout cela, des facteurs de multiplication ou de propagation justement de la résistance. Nous allons regarder où est-ce que la PCI intervient. Et nous allons adresser ça spécifiquement en disant chaque élément. Précaution standard. Vous vous rappelez très bien que quand nous avons des germes résistants qui se trouvent dans notre milieu, ces germes peuvent être amenés d'un patient à un autre, d'une surface à un patient. Ils peuvent être ramenés d'un patient à l'environnement. Bien ici, dans ce que nous avons comme précaution standard, nous en avons une dizaine que nous essayons de pouvoir parcourir maintenant ensemble, justement, de la règle. Qu'est-ce que nous faisons dans la PCI, déjà avec les précautions standards, et qui nous permettent de pouvoir éliminer, sinon limiter la propagation, justement, ou réduire le risque de propagation de la résistance antimicrobienne. Imaginons, dans notre milieu, que nous avons justement des germes résistants que nous avons. Nous n'avons pas encore touché à la prescription. Nous allons toucher à la prescription plus tard. Donc, ici, l'hygiène des mains, eh bien, parce que nous savons que c'est ce qui nous permet de transporter. Je dis que c'est la composante la plus importante, justement, de précautions standards. L'hygiène des mains, comme nous connaissons les 5 moments d'hygiène des mains, avant de toucher les malades, après avoir touché les malades, et nous savons très bien que après avoir touché l'environnement du malade, nous savons aussi, après justement une procédure aseptique, et nous savons une 5e, je ne sais plus si c'est laquelle, est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Provocation tout simplement, je rappelle, avant de toucher les malades, après avoir touché les malades, avant une procédure, une technique aseptique, je dis après avoir touché l'environnement du malade, il en reste une. Quelqu'un peut-il ouvrir le micro? Before touching the patient, after touching the patient, after touching the environment of the patient, before an aseptic procedure. La 5e? La 5e? Après contact avec un liquide. Après avoir que je... Exactement, merci beaucoup. Ça doit couler. Et c'est ce que nous demandons que la PCI, toutes ces choses ici, dans les formations sanitaires, nous trouvons qu'ils sont les recruter. Ça permet de pouvoir avancer. Chacun peut avoir un moyen mnémotechnique pour avoir ça. Alors, je disais que ici, l'utilisation des équipements de protection individuelle. Retenez ça, je dis bien les gants, la protection du visage, du nez, de la bouche, tout ce qu'on a là comme blouse, tout ça, ça fait partie des équipements de protection individuelle. Donc, si moi, je sais très bien que, regardez, j'augmente le niveau, j'ai fait mon hygiène de main, mais je sais que je vais entrer dans cette structure ici, je vais entrer dans cette chambre ici. Si je mets mes équipements de protection individuelle, ça me permet individuellement d'être également protégé. Même quand je vais recevoir les éclaboussures, ça va aller sur mes équipements de protection individuelle. Ça me protège individuellement. J'espère que je me fais comprendre. Et cela nous permet de pouvoir avancer. Parce que si les germes sont dans l'environnement, les germes sont sur les patients là, les germes peuvent être dans les voies respiratoires. Quand je tousse, et bien, avec l'étiquette de la toux, avec les précautions que nous allons prendre, l'hygiène respiratoire et l'étiquette contre la toux ou de la toux, ça va me permettre à moi de pouvoir me protéger les autres. J'ai mis le masque quand c'est nécessaire. Quand j'ai des symptômes respiratoires, nous ouvrons les fenêtres pour aérer et laisser passer à ce moment-là l'air, la ventilation naturelle, chasser l'air et ainsi donc la charge bactérienne microbienne qui peut être dans l'environnement ici suspendu. Mais aussi bien, on se dit que quand on a fait cela, on va pouvoir également, pour de façon spécifique avec un environnement bâti, c'est ici que je vais insister plus tard sur les aspects de construction et architecture des formations sanitaires, je disais que ici, d'abord, pour l'étiquette de tout, pour ce que nous avons comme l'hygiène respiratoire, ça nous permet justement de mettre aussi des dispositions spécifiques
avec ce là, on peut avoir la pression positive ou la pression négative pour une chambre. Mais parlons équipement de protection individuelle, comme je viens de le dire. Mais également, la prévention, par exemple, des blessures, justement par les objets piquants, coupants et tranchants. Avec la sécurité injectionnelle, ça nous permet de pouvoir aussi nous protéger. Je sais qu'une seringue est utilisée pour un patient et pas pour deux patients. Ça permet à ce que je ne transfère pas certaines maladies infectieuses à un autre patient. Et même chez le même patient, sachant très bien que je venais d'utiliser cette seringue dans un site qui est très contaminé, je change de façon à ce que je puisse l'utiliser, utiliser une autre dans un autre site. Ça permet en ce moment-là de pouvoir protéger. J'insiste là-dessus. C'est des choses très importantes. Alors, hygiène de l'environnement, les photos que nous avons, les surfaces que nous avons, sur ces surfaces qui peuvent être aussi, on peut prendre certains prélèvements pour regarder si nous avons certains germes. Cela se fait, mais nous n'allons pas faire de façon très routinière, parce qu'on sait que l'environnement est déjà contaminé, mais à des lieux où nous pouvons prendre périodiquement et regarder quel autre type de germe pourrait être là. Mais quand nous faisons le nettoyage et la décontamination des surfaces, ça nous permet de pouvoir, en ce moment-là, essayer de pousser les choses autrement pour permettre à ce qu'on diminue la charge microbienne dans l'environnement. Alors, vous me permettez d'ajouter tout de suite que quand nous nettoyons les surfaces là, ça veut dire que l'architecture et la construction qui doit être là doit pouvoir avoir des surfaces qui sont nettoyables. Du coup, vous entendez que l'architecture hospitalière, l'architecture et la construction des hôpitaux sont des composantes très importantes du travail que nous sommes en train de faire. Si les surfaces ne sont pas nettoyables, ce sera très difficile de pouvoir faire la PCI, de pouvoir lutter contre la résistance antimicrobienne. J'aimerais bien tout de suite rajouter que dans tout ceci, nous avons ici le nettoyage des surfaces. Les produits que nous utilisons doivent être des produits qui sont indiqués. Est-ce que nous avons le matériel pour pouvoir nous protéger nous-mêmes, nous qui nettoyons ces surfaces? Les techniciens de surface, ont-ils la connaissance, ont-ils été formés? Mais c'est très important que nous puissions avoir les produits qui sont indiqués. La lingerie que nous avons, et cette lingerie doit être également tenue propre, elle doit être désinfectée. Si elle est réutilisable, elle doit être retraitée. On va pouvoir retraiter cette lingerie et ça nous permet de pouvoir améliorer justement et diminuer le risque. Je rappelle très bien que nous pouvons avoir la gale chez un patient, dans ses couvertures à lui, dans ses draps de lit, et la gale scabies. La gale est transférée chez un autre patient parce que la literie doit être changée chez le patient, chez un même patient. Rappelez-vous que lorsqu'un patient est alité, une simple des choses que nous avons, c'est que les germes qui peuvent venir du pus qui coule de ces blessures, les germes qui sont des germes commensaux qui sont sur sa peau, ces germes-là peuvent rester et peuvent devenir pathogènes aussi chez lui lorsque l'immunité est contrariée ou bien déprimée. Ça fait aussi que ce qui vient du tube digestif, on peut se rendre compte que quand un patient fait les selles, nous savons très bien que la partie anale est une partie qui est hautement contaminée. Lorsqu'il y a un assèchement de cette zone-là, nous avons des sons ou des grumeaux ou des petites particules qui peuvent tomber et qui peuvent venir de cette voie anale et rester dans les draps de lit. Ce qui était dans les voies digestives se retrouve dans les draps de lit. Ça peut passer des draps de lit et aller sur une plaie. Ça peut aller de ces draps de lit, aller chez un autre patient. Nous pouvons nous-mêmes les transporter. Raison pour laquelle nous ne secourons pas plus les draps de lit lorsque nous les changeons, nous les plions et nous les mettons dans un sachet ou dans un conteneur pour les transporter et les amener en lieu sûr de façon à ce qu'il y ait retraitement. Donc la PCI, si on a des germes multirésistants qui sont là-bas ou simplement résistants qui sont là-bas, eh bien, la PCI, par l'hygiène de la lingerie, la décontamination et la réutilisation d'une lingerie, donne une certaine assurance des soins que nous donnons et une protection à ceux qui sont les usagers là-bas. Eh bien, je n'insisterai pas assez sur l'élimination des déchets.
Parce que les déchets que nous rejetons dans l'environnement, que nous rejetons dans nos structures sanitaires, ces déchets-là peuvent être des déchets qui sont contaminés par quelques germes que ce soit, y compris les germes qui sont résistants. Et tout simplement parce que la gestion des déchets n'a pas été appropriée. On n'a pas respecté tout ce qu'il y a comme phase, tout ce qu'il y a comme SOP pour la gestion des déchets. Nous pouvons parler des déchets contaminés, que ce soit les rivières, contaminés, que ce soit l'environnement, mais contaminer aussi les patients, les visiteurs et le personnel soignant parce que la gestion des déchets n'a pas été bonne. Le matériel utilisé pour la dispensation des soins, nous avons dit que sa décontamination, et si j'aimerais rajouter la stérilisation, sont des éléments importants qui entrent en vue de tuer les germes qui sont résistants. Et ces germes qui sont résistants aux antibactériens vont être éliminés sur le matériel, sur la surface de matériel réutilisable en utilisant les procédés qui leur sont indiqués. Je rappelle bien que la décontamination comprendra nettoyage, désinfection et stérilisation, et chaque type de matériel devra être approché selon le protocole qui lui est indiqué. Il y en a d'autres qui vont être tout simplement nettoyés, d'autres, on les nettoie, on va les repasser, d'autres, on va pouvoir nettoyer, désinfecter, eh bien, et d'autres, on va nettoyer, désinfecter et stériliser. Je rappelle bien qu'on stérilise que ce qui est propre, on désinfecte plutôt que ce qui est propre, et à ce moment-là, on va pouvoir obtenir cette désinfection et aller à la stérilisation. Je rappelle, on désinfecte que ce qui est propre. Donc, pour rendre propre, le nettoyage précède. C'est la première phase de la décontamination. Cela étant dit, j'aimerais revenir sur l'environnement bâti. Et ici, j'insiste dans la pratique. Nous avons circulé dans plusieurs hôpitaux à travers le monde. Et vous avez un matériel qui est arrivé, ça peut être un chariot. Et ce chariot-là a une enveloppe qui a été mise dessus. Et c'est une enveloppe autocollante ou que l'on peut tirer de façon à ce que la surface en aluminium soit visible. Dans le transport de ce matériel, j'aurais dû mettre une figure d'illustration, je m'en rends compte. Dans le transport de matériel, comme vous voyez les véhicules passer en cours de route, les trucks qui transportent ces véhicules-là, vous verrez que sur le véhicule, il y a une enveloppe qui le couvre de façon à ce que la peinture ne puisse pas être abîmée par un frottement. De la même façon, quand le matériel, le chariot vient, vous avez un autocollant qui a été mis. Cet autocollant, vous pouvez trouver que ce soit sur les panneaux que nous utilisons pour la séparation dans la construction, vous trouvez justement cette enveloppe, vous trouvez justement cet autocollant tout présent là-bas. Et à la longue, cet autocollant-là a déjà subi des accidents de frottement et vous le voyez qui a été irrité. Cet autocollant, quand il arrive, quand on finit de faire la construction, ou bien quand on amène le chariot dans notre service, nous devons de façon à ce que l'aluminium que l'on voit puisse être en contact avec les germes. Parce que l'aluminium, les métaux que nous voyons, notamment les alliages cuivrés, ont un pouvoir bactérien. Ils perturbent la membrane bactérienne ou la membrane virale pour les virus qui sont enveloppés, et en ce moment-là, ils détruisent cette structure par une déstabilisation de cette membrane-là. Donc, dans la construction, dans l'architecture, ou bien dans les équipements que nous amenons, nous devons en tenir compte. La PCI regarde ça. Les surfaces aujourd'hui sont des surfaces qui sont soit en aluminium, soit des surfaces qui sont en alliage cuivré. Ça permet de détruire, ou tout autre alliage, ça permet de détruire, de réduire, allez-je dire, la charge bactérienne dans l'environnement que nous avons, sur les surfaces que nous avons. Mais justement, la périodicité du nettoyage de ces surfaces permet justement de pouvoir éliminer aussi les fibres qui se déposent. Et ce qu'il faut utiliser, ce n'est pas l'alcool avec l'hygiène de main que nous faisons. Je le répète, je parle des dispositions d'expérience professionnelle et de recherche pour dire qu'il
Il y a de la glycérine qui se trouve dans l'alcool ou la solution hydroalcoolique que nous utilisons. Ça, c'est pour humidifier et garder nos mains pas sèches. Alors, ce film de glycérine qui se dépose, avec lequel nous avons essayé de nettoyer la surface, va faire un film qui peut faire que des germes peuvent se déposer et vous pouvez avoir une création, justement une sélection des germes résistants qui vont être dans ce film-là. C'est pour ça que j'ai dit que c'est très important de périodiquement nettoyer les surfaces avec un modèle qui est précis, que l'on coche régulièrement et on sait qui a nettoyé. C'est un vérificateur qui nous permettrait de pouvoir rendre nos surfaces propres et les contrôler. Cela étant dit, j'aimerais bien aller très rapidement aux précautions additionnelles ou les précautions. Je rappelle que les précautions standards ici, on les appelle universelles parce que universelles, vous les appliquez chez n'importe quel malade, n'importe où, et vous pouvez, n'importe où je parle, à travers le monde, vous les avez en Irak, vous les avez au Cameroun, vous les avez en Gaoundéré, vous les avez à Tchinchankou, vous les avez à Vukovi, vous les avez à Lubumbashi, partout, vous pouvez avoir tout ça. Donc, vous pouvez appliquer. Justement, chez n'importe quel malade, on les applique n'importe où, on va les appliquer n'importe quand. Mais alors, pour ce qui est des précautions spécifiques ou des précautions additionnelles, eh bien, ceux-ci qui sont des précautions complémentaires, ça va être pour des malades qui sont spécifiques. J'insiste sur la première précaution qui est la précaution contact. Donc, il faut connaître la voie de transmission. C'est en fonction de la voie de transmission de cette maladie que nous allons nous dire, OK, nous allons pouvoir appliquer. Quand c'est la précaution contact, nous nous disons, OK, je vais porter les gants, je vais porter les équipements de protection individuelle, je vais porter un taille-vec, je vais porter une blouse, je vais porter ceci et cela pour me protéger. Je vais porter quelque chose qui va pouvoir empêcher à ce que mes yeux puissent être au contact justement de cela et je vais pouvoir me couvrir. Donc, en fonction de la connaissance de la voie de transmission, on va avoir justement ce qu'on va mettre. Et ici, quand je dis précaution aérienne, rappelez-vous que nous parlons souvent de précaution aérienne, de précaution gouttelettes. De plus en plus, et scientifiquement parlant, mettons les deux ensemble. Mettons les deux ensemble. Je vais expliquer pourquoi. Et ça, c'est très beau parce que ça fait partie de mes recherches de spécialisation. Quand, dans la lecture, tout ce qu'on a dû lire, vous avez des gouttelettes, quand je tousse, je vais émettre des particules de plusieurs tailles. Vous allez entendre, on dit propre aérienne parce que justement, elles vont rester suspendues pendant longtemps, parce que l'aérosol, ça va rester suspendu pendant longtemps. Mais je rappelle qu'on peut avoir des gouttelettes de grande taille, celles de grande taille, qui pèsent lourd, qui peuvent tomber en déant 1 mètre et pas aller au-delà de 2 mètres. Celles-là, ce sont des gouttelettes quand vous avez un environnement chaud. Vous avez par exemple l'air qui frappe, un vent qui frappe, ils peuvent être transportés et pendant qu'ils sont en train de se déplacer, ils vont se réduire de taille avec un assèchement et, par exemple, une gouttelette va pouvoir se transformer en un aérosol, en taille d'aérosol. Je précise, en taille d'aérosol. En ce moment, peut rester suspendu pendant longtemps, alors qu'à sa production, c'était une gouttelette. Donc, c'est dans un environnement calme que vous les avez qui peuvent tomber ici. Mais vous avez d'autres composantes qui entrent, qui font que vous avez le déplacement. Quand nous toussons, les particules qui sortent de nos voies respiratoires ont plusieurs tailles. Vous n'allez pas dire que je n'aimais que les gouttelettes de fluide qui contiennent le Mycobacterium tuberculosis pour que ça puisse rester suspendu. On en émet de plusieurs sortes. Donc, la taille aussi des germes que nous avons va faire que les germes peuvent être lourds et ne permettent pas à ce qu'ils puissent aller très loin. C'est des éléments qui entrent en composition. Nous combinons les deux. Donc, je disais, nous avons les précautions contact, nous avons les précautions aériennes. Vous avez des maladies où vous avez une combinaison de plusieurs autres précautions, donc mélangées de cette façon. C'est des éléments que nous devons avoir. Que dois-je dire pour la suite? Eh bien, je rappelle la hiérarchie de contrôle, qui est très, très importante. Donc, je disais que la hiérarchie de contrôle ici reste quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit ici. Par exemple, la présence des germes, ou des germes qui sont résistants aux antibactériens ou aux antimicrobiens. Qu'est-ce que nous allons faire?
C'est la même chose, la hiérarchie de contrôle que nous allons prendre. On va regarder, est-ce que ces mesures nous permettent de pouvoir arriver? Eh bien, est-ce qu'on peut éliminer? Est-ce qu'on peut substituer ce risque, on peut substituer ce danger que nous avons? Est-ce que nous allons mettre des mesures d'ingénierie? Et ce n'est pas de mesures administratives qu'il faudrait mettre, tout en rappelant que les équipements de protection individuelle, c'est les moins efficaces. Parce que partant des plus efficaces aux moins efficaces, on termine avec cette pyramide. Si elle repose sur les équipements de protection individuelle, elle est instable, ça va tomber. Il faut la retourner pour qu'elle s'assied sur les premières étapes que nous mettons. Première des choses, élimination. Puis est-ce qu'on peut substituer si on n'a pas réussi à pouvoir éliminer? Est-ce qu'on peut mettre des mesures d'ingénierie, des mesures administratives et finalement terminer par les équipements de protection individuelle? Donc, ceci reste d'une importance capitale. Cette hiérarchie de contrôle également dans la RAM, c'est général. Alors, que pouvons-nous dire? Nous avons regardé la PCI au regard de tout ceci. Rappelez-vous qu'il y a des directives qu'il faut produire pour la RAM. Il y a des comités PCI qu'il faut établir. Il y a des comités RAM qu'il faut établir. Celui qui sait sur le comité PCI doit avoir quelqu'un qui est spécialiste de la lutte RAM, qui puisse se mettre justement dans le comité PCI. Celui qui est justement en PCI peut se mettre aussi au comité RAM pour essayer de pouvoir avancer. Essayons de pouvoir terminer. Je vais pouvoir parler de la prescription. Certains se souviendront de cette prescription. Regardez, c'est un personnel soignant qui a fait cette prescription à un patient. Ce patient se trouve dans un village de la République démocratique du Congo qui m'a appelé pour dire, docteur, regardez, on m'a prescrit ceci. Envoyez-moi de l'argent pour que je puisse être soigné. Je dis, bon, d'abord, ce n'était pas ça, c'était verbal. Moi, je demandais qu'on m'écrive le traitement. On m'a écrit ce traitement. Vous savez, céphalosporine, vous ajoutez la gentamicine, on va sur les ampicillines, on prend métronidazole, on ajoute ciprofloxacine. Oh là là, quelle combinaison. Premier antibiotique, deuxième antibiotique, troisième antibiotique, quatrième antibiotique. Qu'est-ce qu'on est en train de combattre ici? On dit fièvre typhoïde, et puis on a dit qu'il y a eu malaria, c'est pour cela qu'il y a l'antimalarien qui est donné là-bas, un antipaludéen qui est donné en premier là-bas. Et donc tout ça, on a fait une combinaison pour lutter contre la fièvre typhoïde. C'est dans un village. Si on connaît un moyen diagnostic, nous avons dû dire, si les moyens diagnostiques sont disponibles, si le plateau technique est disponible, si la connaissance se trouve dans cet agent ici, il a été formé, il ne va pas faire une prescription comme ça. Alors du coup, l'utilisation des antibiotiques, quand nous travaillons dans la RAM, l'utilisation des antibiotiques est monitorée également par les pharmaciens. Quels sont les médicaments les plus prescrits que nous avons dans notre hôpital? Quels sont les moins prescrits? Et justement, quand on fait une autopsie des fiches, on va regarder est-ce que cette prescription vaut la peine? Fallait-il la faire, oui ou non? Et cela nous permet de pouvoir en ce moment-là terminer et dire c'est très important que nous soyons formés autour de ceci. La prescription, que ce soit des antiparasitaires, que ce soit des antibiotiques, en général des antimicrobiens, devra respecter un certain nombre de normes. Et dans la surveillance de ceci, les rapports est transmis à tous les services pour que l'on sache si la prescription a été judicieuse, si elle a été indiquée, si elle a suivi des normes. Et cela nous permet de pouvoir, à ce moment-là, avoir quelque chose d'assez bien. Donc, l'amélioration des résultats cliniques va pouvoir se manifester, la diminution du coût lié aux infections associées de soins, le renforcement du système de santé, la contribution à la sécurité des patients, mais également des communautés, va être de mise lorsque nous avons ce travail qui est accompli ainsi. Je peux rajouter davantage, mais dans le débat, nous pouvons en débattre et voir ce qui peut être fait. Merci pour votre attention. J'espère que Marabout est encore avec nous. S'il n'est pas avec nous, on va donner la parole à Kouma, qui a la main levée. Oui, je suis avec vous. J'étais un peu Ah, interrompu. ok. Merci beaucoup, Docteur Valérie, pour votre brillant exposé, très intéressant aussi. Maintenant, nous passons la parole à l'auditoire, la parole aux collègues.
qui peuvent poser des questions, mais aussi peuvent donner certaines contributions par rapport au sujet du jour. Merci. Le premier à se jeter à l'eau peut toujours lever la main et puis on lui accorde la parole. La main de Kourouma est déjà Voilà, là. la main s'est levée de docteur Kourouma Mori. Vous avez la parole, docteur. Merci beaucoup, merci Chalmette, merci à vous tous, merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Voilà, j'avoue que c'est quelque chose qui, à chaque fois, à chaque moment, ça nous... Allô, on me reçoit? Bien sûr, 5 sur 5. Merci. Et c'est quelque chose qui est vraiment positif pour nous de par le monde. Comme je le disais à chaque intervention, moi, je suis le docteur Kourouma, je suis médecin de santé publique et gestionnaire d'un projet de PCI ici en Guinée. Je travaille dans un centre de recherche appelé le CERFIG, le centre de formation en infectiologie de Guinée. C'est un centre de formation et de recherche, voilà, qui est basé à Conakry. Alors, j'ai écouté avec attention les différents exposés de notre cher maître, que nous remercions davantage. Moi, j'ai deux petites questions. C'est peut-être des questions de compréhension et aussi de voir un peu l'expérience qu'a la RDC par rapport à certains états de choses. Je ne sais pas, qu'est-ce qui est mis en place par rapport à la lutte contre la rame, là-bas particulièrement, parce que chez nous, ici particulièrement, on a voilà, le ministère qui travaille dessus en mettant en place des laboratoires de surveillance par rapport à cet état de fait. Et il y a les différents labos dans les différents hôpitaux qui sont ensemble. Et il y a des remontées d'informations aussi par rapport à ça, où on essaie de faire cette surveillance. Moi-même, particulièrement, je travaille actuellement sur la prescription des antibiotiques, où on travaille sur la classification erreur de l'OMS, qui essaie de classer les antibiotiques en ce qui est fréquemment prescrit, voilà, sur la classe Access, WASH et puis la classe Réserve. Bon, derrière, c'est voir cette prescription, particulièrement en RDC, comment ça se passe par rapport à... Parce que ça donne des petits mots de tête quand on voit ces types de prescriptions et derrière, c'est des patients qui consomment, c'est des vies en jeu. Et comment ça se fait, comment ça se gère, ça c'est la première question. Et l'autre question, c'est peut-être aller à l'hiérarchie des mesures, où j'ai constaté que c'est depuis, voilà, ça suit une hiérarchie de la mesure la plus efficace à ce qui est considéré comme moins efficace. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut expliquer que l'élimination soit en haut et l'épi soit en bas? Et c'est sur des faits scientifiques ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui explique un peu ces mesures? Donc, c'était ces deux petits points pour ne pas trop monopoliser la parole. On ne vous remerciera pas assez pour ces partages d'expériences et pour tout ce que vous faites pour cette communauté. Et je vous remercie, professeur. Merci beaucoup. Je pense que Dr Valérie a bien saisi la question. À vous, Dr Valérie. Je vais commencer par la dernière. Regardez, ce qui fait que ce soit en haut, élimination est en haut et puis est en bas, c'est parce que c'est écrit la plus efficace qui est au-dessus et la moins efficace qui est en bas. C'est pour cela et puis est en bas, parce qu'on a rangé ça de la plus efficace à la moins efficace. Donc, commençons par la plus efficace pour pouvoir aller à la... Si on commence par la moins efficace, une pathologie arrive. Eh bien, une pathologie infectieuse où nous avons un risque, un danger qui est là-bas. Est-ce que le plus important est de mettre un équipement pour pouvoir protéger? L'équipement pour pouvoir protéger, le danger se trouve là. Nous n'avons pas pu l'enlever, il se trouve là. Mais par contre, ce qu'on ferait le mieux, c'est pouvoir éliminer. Il y a un trou qui se trouve, premier, un danger, il y a un trou qui se trouve sur le pavement de votre hôpital, dans votre salle d'urgence. La salle d'urgence a un trafic très intense. Eh bien, un trou est dans le pavement. Quelqu'un peut tout simplement marcher et avoir une entorse, se fracturer. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? On élimine le danger là. On va combler le tout complètement. On le ferme, on a éliminé le danger. Plutôt que de pouvoir s'en protéger, nous, on élimine. L'élimination est plus efficace. Donc, on commence par les plus efficaces et on va progressivement vers les moins efficaces. Donc, la raison que qui se trouve en bas, c'est à cause de l'échelle de classification de la plus efficace vers la moins efficace. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est cette échelle de classification-là.
Au-dessus, vous avez eu, c'est écrit plus efficace et moins efficace. Ce n'est que suite à cette classification-là. Alors, retournant à la République démocratique du Congo, il faut dire que la RAM n'est pas très développée. Et la République démocratique du Congo a une dimension continentale. Vous avez des écoles, vous avez certains aspects qui sont abordés dans des universités, vous avez des programmes, en principe actuellement le programme national, donc en termes de dire le ministère de la Santé, a commencé à faire quelque chose, la vulgarisation des choses ne descend pas plus bas. Alors du coup, nous avons les raisons pour lesquelles la prescription des antibiotiques, en Afrique du Sud par exemple, vous ne pouvez pas aller acheter un antibiotique sans une ordonnance qui a été signée par un médecin. Alors, la République démocratique du Congo, parce que c'est très vaste, parce que l'organisation n'est pas là aussi efficace, eh bien, vous pouvez acheter celui qui vend d'abord, qui tient l'officine des médicaments, ce n'est pas un pharmacien de formation, c'est un commerçant. Ça peut être un infirmier, ça peut être un médecin qui n'a pas trouvé de l'emploi quelque part, il ouvre l'officine de façon à pouvoir gagner de l'argent. Donc, aller acheter un antibiotique, on en a vu qui se vendent même à même le sol. Un agent de la Croix-Rouge, les Croix-Rouges dans cette entité administrative que nous avons, qui est très poussée, c'est le seul que l'on a, que l'on considère comme étant professionnel de santé. C'est lui qui vend, c'est lui qui administre, c'est lui qui donne. Quand je parle Croix-Rouge, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la formation pour être professionnel de santé, mais j'ai dit qu'il n'est pas professionnel de santé d'une école attitrée comme ça d'où il est ressorti. Il est Croix-Rouge parce qu'il a appris les soins de secours. Et c'est celui-là qui est connu. Et on l'appelle Munganga, on l'appelle infirmier, on l'appelle Nangabuka, on l'appelle docteur, on l'appelle Munganga et tout ça. C'est des choses qui font que, à un niveau donné, à cause des facteurs multiples qui doivent être taclés, les choses ne sont pas approchées de façon systématique et qu'il faut commencer par quelque part, ce qui est très appréciable parce que quelque part on a commencé, on essaie de pouvoir renforcer. Je rappelle très bien aussi que la législation doit accompagner. L'État doit accompagner, les lois doivent accompagner. Voilà ce que je peux dire. Si je ne vous ai pas répondu à la question, eh bien, nous sommes encore dans un État qui est en train de pouvoir essayer de mettre le programme et le programme n'est pas encore assis par rapport à la RAM. Prescription et achat des antibiotiques, je vous ai répondu que les règles ne sont pas respectées, la loi n'est pas respectée et quand on en a édicté une, ceux qui doivent renforcer la loi ne la renforcent pas. Voilà la réponse longue à cette question-là. Peut-être que d'autres pourraient bien rajouter. Merci. Merci beaucoup. Nous passons au docteur Emiliane. Docteur Emiliane, vous pouvez prendre la parole, qui sera suivi par docteur Judith Boukaba. À vous, docteur Emiliane. Merci beaucoup, cher maître. Merci. Je suis très ravie d'être là et je pense qu'il me manque des mots pour remercier infiniment notre grand maître du jour, docteur Valérie, pour tout cet enseignement. C'est vrai que j'ai pris les choses en cours, mais le peu que j'ai pu écouter m'a été très édifiant. Je suis infirmière, s'il vous plaît. Je suis infirmière. Vous ne sentez pas réduite? J'aimerais savoir, cher maître, s'il vous plaît, est-ce que... Allô? Allô, vous dites? Je dis oui, que docteur, vous êtes suivi. Félicitations, continuez. Ah, d'accord. Ok. Le cher maître, j'aimerais savoir si un personnel pharma, par exemple, a le droit de refuser de servir une telle ordonnance parce que de plus en plus, on a des personnels médicaux ou non qui vont se balader avec de telles ordonnances, aller à la pharmacie et être servis par une tierce personne sans aucun retenu. Donc, est-ce qu'à ce niveau, celui qui est supposé vendre peut décider que non, je ne vous sers pas ou je vous sers ci ou ça? Déjà que très souvent, les ordonnances sont remises sans un numéro de téléphone pour qu'on puisse contacter le prescripteur. Ça aussi, c'est un problème à certains niveaux. Et ma deuxième préoccupation, ça concerne vraiment l'utilisation rationnelle de la RAM parce que aujourd'hui, on constate que
des personnels médicaux ou pas, parfois quand ils sont malades, s'ils n'ont pas reçu des antibiotiques, pour eux, ça ne va pas. Et ils sont tellement contents de dire que hey, j'ai été malade, on m'a donné au moins 3 antibiotiques, maintenant je me sens mieux. Sans imaginer les conséquences de l'utilisation de ces antibiotiques dans leur organisme. Je pense que le combat dans l'utilisation rationnelle de la RAM reste un combat très préoccupant qui doit être perpétuellement mené à tous les niveaux. Donc, je vous encourage énormément dans ce combat que je suis avec vous à mon niveau. Merci, cher maître. Oui, docteur Valérie, si vous pouvez donner les éléments de réponse à sa préoccupation. À vous. Alors, nous avons parlé formation, si vous vous souvenez. Ne peut arrêter cette prescription que celui qui est formé est informé. Oui, un pharmacien, nous en avons parlé lors des sessions où le professeur Adi Boulaboula a dû présenter, et même celle-là où j'ai présenté. Le pharmacien, celui qui est le spécialiste du médicament, il corrige la prescription du médecin, il peut arrêter. Donc, un pharmacien formé a le devoir et a le droit d'arrêter pareille prescription parce qu'elle est nuisible et elle ne répond pas aux normes de prescription. Donc, oui, on peut arrêter cette prescription. Celui qui vend, et il peut bien réaligner les choses autrement. Donc, ça, c'est une réalité. Maintenant, la deuxième, je ne l'ai pas très bien perçue, mais ce que j'aimerais dire tout simplement, c'est que c'est un travail d'équipe et nous devons travailler en équipe de façon à ce que nous puissions évoluer et avancer. Je ne sais pas si je ne vous ai pas répondu, mais que Mathias me rappelle vous-même la première préoccupation. Non, vous avez répondu, docteur. La deuxième n'était pas une question, c'est juste ce combat qui est continu et dont chacun doit se sentir concerné. Merci. OK, merci beaucoup, docteur Emiliane. Nous donnons la parole au docteur Judith Boukaba. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mathias. Merci au docteur Valérie pour sa présentation brillante. J'aimerais un peu savoir, docteur Valérie, est-ce qu'il y a-t-il des normes en termes de standards par rapport à la prescription des antimicrobiens, en termes de quantité, peut-être des familles des antibiotiques qu'on ne doit pas dépasser sur une ordonnance. Pourquoi je l'ai dit? Parce que souvent, dans la pratique, pendant la garde, on se rend compte que beaucoup des antibiotiques sont prescrits pendant la garde et au moment où il n'y a aucun examen peut-être qui a déjà été fait, quelques examens préliminaires qui ne nous permettent pas parfois de prescrire les antibiotiques à nos malades, mais on se rend compte que dans la pratique, les médecins prescrivent des antibiotiques, 2, 3 antibiotiques sur une même ordonnance. Est-ce qu'il y a-t-il des normes? Parce que ces combats, parfois, on les mène, mais on n'a pas vraiment de soubassement. Tu verras un médecin qui te dit, voilà, j'ai reçu mon malade, je sais de quoi il souffre, voilà pourquoi je lui ai prescrit. Voilà pourquoi j'aimerais savoir s'il y a-t-il des normes pour qu'au moins là, on puisse brandir, qu'on les mette sur les mêmes ondes, avec les mêmes langages là, on sait que non, sur une ordonnance, voilà, on ne peut pas dépasser 2 antibiotiques, 3 antibiotiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour une question très pertinente. Je rappelle tout de suite que les moyens diagnostiques ont été évoqués. Il faudra qu'on ait un plateau pour pouvoir diagnostiquer et connaître ce que l'on a. Il faut avoir la connaissance pour savoir ce que l'on a. Toute prescription chez un patient, tout acte et intervention selon les règles de la médecine que nous avons apprises doit être documenté. Donc, ça veut dire que vous écrivez ça dans la fiche. Vous n'avez pas laissé les gens deviner c'est mon malade de genou. Vous écrivez. On aimerait connaître si vous connaissez. Parce que quand vous connaissez, vous n'avez pas peur d'écrire. Donc, les normes pour pouvoir, oui, les normes existent. C'est que nous avons tous appris, infirmiers comme médecins, personnel soignant, nous devons documenter ce que nous faisons pour un patient. Parce qu'en cas de problème, vous pouvez être traduit en justice. En cas de problème, on doit aller faire le diagnostic et regarder l'autopsie
Quand je parle d'autopsie, ça veut dire une étude des dossiers que vous avez pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui est arrivé à ce patient, si judicieusement le traitement que vous avez prescrit répond au diagnostic que vous avez trouvé. Parce que soit nous faisons un acharnement thérapeutique, soit nous ne savons pas ce que nous traitons, et c'est des choses qui sont en dehors donc des normes. Donc je réinsiste de nouveau que les normes sont connues de la formation médicale de base, de la formation de professionnels de santé de base. Des deux, les normes pour la prescription des antibiotiques, je crois que nous avons travaillé très intensément pour essayer de rendre les prescrits internationaux et ce qui doit être circonstancié localement. Et pour le circonstancier localement, ça veut dire qu'on ne peut pas passer à tel antibiotique sans avoir utilisé celui-ci en premier. Parce qu'il y a des classes d'antibiotiques auxquelles vous ne pouvez pas toucher parce que c'est des dernières cartouches auxquelles vous devez toucher. Parce qu'il se trouve, et tout le monde sait y accéder, un commerçant les a quelque part ou un pharmacien, on ne peut pas les prescrire. Pourquoi vous prescrivez ça maintenant qu'on n'a pas encore essayé ceci qui est efficace? Je rappelle par exemple que l'amoxicilline, le clamoxyl et même l'augmentin pouvait être une des molécules qui est donnée en cas même de fièvre typhoïde, mais la ciprofloxacine agit encore. C'est tous ces éléments-là, nous regardons qu'est-ce que nous passons avant. On n'a pas besoin d'aller combiner un troisième antibiotique pour une fièvre typhoïde. Un deuxième antibiotique, pourquoi? Si déjà il y en a un qui marche. Donc, il existe des normes et nous devons les partager, d'abord les normes internationales. Et je vous rappelle qu'il faut circonstancier les normes par rapport à l'écologie de notre milieu. S'il y a des résistances qui émergent, nous disons parce qu'il y a résistance, cette molécule ne doit plus être utilisée chez nous. Et on fait des recommandations pour dire, OK, le ministère, est-ce qu'on peut suspendre l'utilisation de ceci pendant un temps dans notre milieu pour essayer de voir si les germes vont être recirculés et que les résistances vont pouvoir disparaître. En ce moment, on peut remettre la molécule en circulation. Donc, je rappelle, les normes sont là. C'est prévu qu'il y ait des présentations ultérieures pour montrer quelles sont les règles de prescription des antibiotiques internationalement et chez nous, qu'est-ce qui peut être adapté. C'est vrai. Nous devons corriger cela. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Patou Boholo, nous rappelons aux collègues que le lien d'évaluation se trouve déjà dans le chat. Vous pouvez compléter ça en attendant. Nous passons la parole à Patou Boholo pour sa préoccupation ou pour sa question. Merci. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je vous remercie d'abord pour votre encadrement continu que vous nous faites, surtout Dr Valérie, que moi j'appelle toujours maître, parce que vous nous apprenez beaucoup. Je ne sais pas si je me suis connecté en retard, je n'ai pas suivi vers la fin là. Je m'excuse si c'est ma question ou bien mon ajout apparaît déjà dit au début que comme je n'étais pas là par rapport à la connexion. Il y a un problème de RAM que je me présente d'abord, je suis docteur Patou Boholo, je suis master spécialiste en santé publique, option One Health. Je suis médecin au programme national de santé au travail ici à Lubumbashi. Je parle ici en tant qu'un expert de One Health. Il y a aussi un problème de la résistance antimicrobienne liée aux animaux que nous mangeons. Vous voyez, si nous voyons, comme chez nous, nous sommes ici à Lubumbashi, les animaux qui traversent, prenons souvent les poules, nous les voyons, on les vend des fois avec les antibiotiques à côté qui prennent. Et moi, je peux être là, comme nous, les autres, j'achète, je pars abattre pour manger. Or, le demi-vie, ou bien le temps là d'élimination de l'antibiotique n'est pas encore terminé. Et si moi je prends ça comme la viande là, l'antibiotique va entrer encore dans mon corps. Et là aussi, ça mène toujours la résistance. Parce que ce sont les mêmes antibiotiques qui sont utilisés chez les animaux et chez nous les humains. Et que, je ne sais pas si, cher maître docteur Valérie avait dit, le problème de la résistance n'est pas seulement aussi l'utilisation là, la prescription, il y a aussi les animaux là. Ce sont les animaux que nous mangeons et sont traités par les mêmes antibiotiques que nous et l'élimination des fois n'est pas encore faite et nous les mangeons. Ça aussi, ça aggrave aussi notre problème de la résistance. Je ne sais pas si ça peut être aussi parmi les cas à surveiller parce que le docteur Valérie qui vient de répondre à celui qui avait dit quel est le plan par rapport, les normes par rapport à la RDC, ça aussi, ça doit être considéré.
pas seulement les gens qui vendent, pas seulement les gens qui prescrivent, mais aussi dans le côté One Health. Prenons les médecins vétérinaires, qui donnent, ce n'est même pas les vétérinaires, maintenant c'est n'importe qui vend son animal, il sait que non, il est malade, je lui donne les antibiotiques, la personne peut acheter cet animal, pas en manger, il consomme indirectement les antibiotiques là, et ça peut aussi créer aussi la résistance. Je pense que c'est ça, quand même, ce que je voulais aussi parler, c'est pas si docteur Valérie avait dit ça avant, ou bien ça apparaît la jour, et c'est pas vraiment. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé de parler un peu devant les maîtres. Merci beaucoup. Docteur Valérie, ou bien s'il y a quelqu'un d'autre qui peut avoir un commentaire en rapport avec la question du docteur, peut toujours demander la parole. Mais en attendant, docteur Valérie, vous avez la parole. Et, je crois que ça a été évoqué, il a bien la session en état, le plan nourri est valide, et donc nous avons parlé non seulement des aspects d'élevage, nous avons parlé également des aspects d'agriculture, parce que les antimicrobiens, avec la résistance qu'il y a chez les vecteurs, dans la lutte antivectorielle, c'est des éléments qu'il faut considérer. Donc, c'est une réalité. Donc, et aussi, j'avais évoqué que celui qui utilise des antibiotiques humains chez les vétérinaires est un criminel, disent les vétérinaires. C'est des éléments à considérer. Donc, c'est très important. Donc, il faut respecter ces normes vont à One Health plus loin, non seulement dans la médecine humaine, nous avons parlé élevage, agriculture, et c'est des éléments très importants et on ajoute à cela l'environnement. Merci. Merci beaucoup. Nous donnons la parole à Pythagore Katele. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Merci à Dr Valérie pour la présentation. C'est vrai que je l'ai eu un peu en retard parce que j'étais en route vers mon lieu de travail. Je me présente, moi c'est Pythagore Katele, je suis biologiste médical. Je travaille au laboratoire des cliniques universitaires de Lubumbashi, précisément à l'unité de bactériologie. En fait, le problème des rames, c'est vraiment une réalité parce que surtout nous qui travaillons en bactériaux, nous manipulons les différents disques d'antibiotiques et on a remarqué depuis un certain moment, il y a des résistances aux antibiotiques. Je n'ai pas vraiment une question, mais peut-être une contribution. Je sais que ça, comme le docteur Valérie l'a dit, que ça a déjà été évoqué par rapport à l'élevage et autres, mais je voulais quand même partager une expérience. Il y a de cela 3 ans, on a eu à travailler avec un agronome qui travaillait sur son travail, je pense, des DA. Et le sujet, c'était on devait retracer ou soit retrouver les traces des antibiotiques dans les œufs que nous consommons. Et il devait prendre les différents œufs dans les différentes fermes ici. Et je peux vous affirmer que les résultats qu'on a trouvés, effectivement, il y a des traces des antibiotiques. Comme mon prédécesseur venait de l'évoquer, pour ce qui est de l'élevage, j'ai eu à travailler aussi dans le One Health. Je pense côté Lumata, pour ceux-là qui connaissent Lubumbashi, c'est à 50 km de Lubumbashi. Il y a des villageois qui avouent qu'ils donnent des antibiotiques sans contrôler à leurs animaux. Et quand ils meurent, ils peuvent vendre ça aux passagers. Les gens qui habitent Lubumbashi, ils peuvent manger ça, consommer. Et ça aussi, c'est un problème. Hormis la prescription médicale, il y a aussi l'automédication. Ça aussi, c'est vraiment une somme des antibiotiques un peu en désordre. Ils peuvent acheter sans même une prescription médicale, comme le docteur l'a évoqué. Ils peuvent aussi prendre des antibiotiques et c'est lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont souffrants, la majorité des cas pour un simple examen cytopathologique des urines, on peut isoler un germe d'habitude qui n'est pas trop résistant comme un entérobactère comme Escherichia coli, mais on voit qu'il est résistant dans plusieurs antibiotiques, entre autres la famille des céphalosporines. Donc c'est vraiment une réalité que nous vivons presque chaque jour. Et parfois, ça nous rend la tâche très difficile parce qu'on doit rendre un résultat pour aider les médecins à faire une bonne prescription. Mais on est parfois buté à ces problèmes-là d'antibiorésistance. Merci, voilà ma contribution.
Merci pour cette contribution. Je pense que Docteur Valérie, c'était juste une contribution, mais il y a une préoccupation ici dans le chat de Mamie Valérie Ndege Yotoroke qui a dit « Cette situation est réelle, donc des prescriptions des antibiotiques. On ne sait pas pourquoi l'on prescrit ces molécules. » Je pense que quand vous voyez l'ordonnance, docteur Valérie a beaucoup parlé sur ça. Donc, c'est sûr que celui qui avait prescrit ça, il n'était pas qualifié, entre guillemets, pour faire cette prescription parce que c'est très dangereux pour le patient, mais lui-même aussi, dans tout ça, c'est un affairiste et pourrait même être commerçant comme pour faire écouler ses produits et en croyant aussi que dans l'ignorance, en prescrivant beaucoup d'antibiotiques comme ça, sans savoir la synergie des médicaments, cela pourrait causer des dégâts très importants et puis en défaveur des malades. Et voilà, je pense que dans l'auditoire, il n'y a plus encore un mot, il n'y a plus encore une main qui est levée. Je ne sais pas si quelqu'un a un commentaire, il peut toutefois s'exprimer. À vous, chers participants. Et Oui. voilà, nous rappelons qu'il y a un lien pour l'évaluation qui se trouve dans le chat. Chers collègues, c'est mieux de compléter, de faire cette évaluation parce que ça nous permet aussi d'améliorer notre système de travail des CPCI pour les séances futures. Alors, nous avons dépassé de 9 minutes déjà du temps réglementaire. Nous demandons au docteur Valérie, avant de clôturer, s'il a un mot encore à replacer au nom du président du conseil d'administration, le professeur Boulaboula, qui est empêché. À vous, docteur Valérie. Merci beaucoup de nouveau à tous et à chacun pour justement l'appui qu'il y a par la participation. Et donc, nous transmettons des salutations du professeur Boulaboula Ali. Et nous espérons bien que nous allons nous accrocher. Nous allons poster beaucoup de choses dans la plateforme de SCPCI. Eh bien, prière de nous accrocher. Nous allons lancer quelques évaluations et que les amis aussi puissent aller faire ces évaluations de terrain. Nous retournons avec les résultats pour qu'on puisse les présenter également parce que nous devons aussi faire un accompagnement de proche en proche en termes de mentorat. Merci à tout un chacun de nous et merci aussi à M. Marabout pour cette modération et à tous les experts qui ont donné leur contribution. Merci et à vendredi prochain pour notre messe hebdomadaire. Merci pour tout. Merci, docteur. Merci beaucoup. C'est vraiment la messe hebdomadaire. Merci à vous, cher maître. Et merci à tous. Merci, merci. Merci, cher maître. Mais je n'ai pas bien compris. Les exercices seront mis dans la plateforme IECO ou bien dans le groupe WhatsApp? Docteur, s'il vous plaît. Oui, en fait, ça y est dans le chat, l'évaluation. Quand vous regardez là-bas, vous allez trouver ça là-bas. Mais seulement le lien de la présentation d'aujourd'hui sera diffusé dans le groupe WhatsApp. OK. Merci. J'ai déjà rempli mon feedback. Merci beaucoup. Merci.